Alors, l'idée de Sherpa, elle m'est venue en 2002. Ça faisait 2 ans que j'avais quitté la Fédération internationale des droits de l'homme. J'avais été secrétaire général pendant plusieurs années et j'avais été un des promoteurs de la justice pénale internationale. J'ai eu cette intuition que c'était quelque chose se mettait en mouvement d'une façon absolument irréversible et que c'était susceptible d'impacter sur les relations internationales et que ça allait peser de plus en plus fort. Et dans la foulée, j'avais déposé les premières plaintes sur le fondement de la compétence universelle pour obliger les juges, et derrière les juges, les États signataires de conventions, pour éviter qu'elles soient mises au panier tous les matins, à intercepter les bourreaux lorsqu'ils passent sur notre territoire. J'avais commencé par les suspects de génocide rwandais, ensuite avec le général algérien, le général Nézard. On avait affrété un Falcon pour nuitamment le rapatrier pour éviter une mise en garde à vue, dont il était d'ailleurs vaguement menacé, et puis d'autres exemples. Bref. Et j'ai eu cette idée que il avait fallu 50 ans, 60 ans, 50 ans pour que les États délèguent une partie de leur souveraineté à un juge unique international. Et que face aux plus grandes offenses contre l'humanité, il y aurait un juge universel incarnant la mondialisation de la justice. Et que donc ces impunités, on va dire traditionnelles, les crimes de sang, au fond, on allait commencer à s'en occuper. Ça marche pas très bien, mais on commence à s'en occuper. Mais que la mondialisation était à l'origine de nouvelles formes d'impunité beaucoup plus complexes, beaucoup plus opaques, beaucoup plus vicieuses, sans trace. Et que face à ces nouvelles formes d'impunité, il y a un droit dont on peut considérer qu'il est insuffisant ou inexistant. Il y a une société civile qui n'y est pas du tout préparée et qu'il fallait créer un outil. Donc j'ai créé cet outil, c'est Sherpa. Il y a un chapitre consacré à l'aventure totale où j'ai expliqué que j'ai tutoyé les limites de ce qu'un avocat peut faire. Je me suis transformé quasiment en avocat américain pour aller 10 fois à la frontière birmane, rencontrer des gens qui avaient marché pieds nus jour et nuit pendant 2-3 jours pour venir à mon contact et expliquer ce qu'ils avaient subi. Et que j'y avais rencontré d'ailleurs des témoins, ce qui n'est pas très recommandé pour un avocat français, mais j'assume à circonstances exceptionnelles. Il faut sans doute parfois des comportements exceptionnels et qui tutoient la transgression. Bon, c'est un peu particulier, mais c'est aussi l'ambivalence du livre. Je reconnais que c'est l'ambivalence du livre, c'est l'ambiguïté du livre, c'est-à-dire que j'ai voulu à la fois mettre un peu de chair, un peu de larmes, un peu de sang. C'est un peu l'histoire de l'aventure totale. Je ne pouvais pas raconter, ça serait un autre livre. Je voulais qu'il soit à la fois juridique, pédagogique, politique et de chair. On peut considérer que dans l'équilibre, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu raconter la première enquête que j'ai faite où j'ai été 2 fois au Cameroun pour essayer de pincer un grand groupe forestier qui depuis d'ailleurs a transformé son site internet en une espèce de promotion de l'action écologique, de l'action humanitaire. Je pense que d'ailleurs on doit pas être tout à fait étranger à cette espèce de reconversion. Mais il y a une filiale de droit camerounais. Les avocats à Yaoundé n'ont pas accès au registre du commerce. Donc comment tracer le fait que les administrateurs ou des commissaires en compte commun, ils y ont accès, mais c'est compliqué. Ou alors c'est les obliger à faire exactement ce qu'on leur demande de ne pas faire, c'est-à-dire de graisser la patte du greffier du tribunal de commerce. Équation insoluble. Ensuite, il fallait le contact des plaignants et des victimes. Je les ai rencontrés. Et ces victimes, je le raconte, je crois, très vite, peut-être trop vite dans le livre, c'est 4 villageois camerounais qui expliquent comment cette filiale, à travers un certain nombre d'opérateurs de blancs, qui désignent comme des blancs, ont envahi leurs propriétés, ont procédé à la déforestation illicite, en utilisant des permis d'exploitation qui étaient des faux, tout ça dans une logique corruptive qu'on peut imaginer. Je reçois, il y a 4-5 ans, 3-4 fax sur mon bureau qui me disent « Maître Bourdon, on vous dénonce, vous êtes un maître chanteur. Vous nous avez fait croire la lune, on a vu des blancs qui nous ont bien expliqué qui vous étiez, qu'il fallait bien se méfier de vous. » Voilà, un exemple très parlant. Il y a des barbouzes de la France-Afrique qui sont venus au service, sans doute, vraisemblablement, de cette entreprise dans des conditions qu'on ignorera toujours, et qui ont su les convaincre, monnaie trébuchante ou pas, de retirer leur mandat. Finalement, j'ai mis en route un dispositif sur place qui fait que j'ai récupéré leur confiance, mais à quel prix ?